Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, mon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va essayer d'analyser les possibilités de négociation de paix en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Il faut savoir que ce pays est en guerre depuis le 24 février dernier. Pourquoi on s'y intéresse à ces questions de pourparlers potentiels de paix? C'est parce que on a d'abord deux événements qui sont produits, un ce week-end et un autre hier. Celui de ce week-end, c'était Vladimir Poutine qui discutait avec un certain nombre de hauts gradés de l'armée russe, et à eux qu'il a annoncé que la Russie était prête à négocier un accord de paix avec l'Ukraine. Et dans le même temps, 2 jours plus tard, donc hier, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a fait savoir sur une chaîne européenne qu'elle entendait organiser une conférence pour la paix en Ukraine, certainement aux alentours de février 2023. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'on peut véritablement aboutir à une paix durable entre la Russie et l'Ukraine? Ça, c'est une très bonne question, parce que déjà pour aboutir à une conférence de paix, pour aboutir à une table de négociation, en général, on commence d'abord par négocier des préalables. Et donc, dès lors que l'on s'entend sur les préalables, c'est-à-dire ce qui va faire l'objet de discussions autour de la table de négociation, et ensuite, il y a aussi déjà l'autre élément, l'autre préalable qui est fondamental avant de discuter de probables négociations de paix. On commence d'abord par négocier un cessez-le-feu, donc un arrêt des hostilités sur le terrain. Alors, évidemment, pour qu'il y ait un arrêt des hostilités, il faut aussi que l'on s'entende, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les éléments qui devront faire l'objet de négociations. Or, c'est là où déjà on sent qu'il y a une véritable division entre les deux pays. Alors, pour les Russes, avant d'aller à une éventuelle négociation de paix, il faudrait d'abord que l'Ukraine reconnaisse les conquêtes russes au Donbass, et donc qu'ils reconnaissent l'annexion de ces 4 outblasts-là qui sont peuplés de populations russophones et qui ont été annexés en novembre dernier au cours de référendums organisés par la Russie. La deuxième chose, c'est que l'Ukraine reconnaisse cette annexion, et l'Ukraine aussi reconnaisse l'annexion de 2014 de la Crimée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est déjà quelque chose qui serait difficile à obtenir. L'Ukraine, elle, a fait savoir hier ses préalables pour éventuellement arriver à une négociation, à une table de négociation avec la Russie. C'est que la Russie, d'abord, quitte l'Ukraine, donc abandonne les territoires conquis, donc les outblasts qui ont été annexés en novembre dernier, y compris la Crimée. Donc on reparte à la situation d'avant 2014. La deuxième chose, c'est que la Russie accepte que certains de ses militaires soient traduits devant une cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis notamment dans les villes de Boutcha et dans les autres villes ukrainiennes. Et puis, troisièmement, que la Russie reconnaisse la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Alors, lorsque l'on regarde, et puis il y a à côté de ces 3 points-là, il y a encore 6 ou 7 autres points, mais je pense qu'il y a aussi notamment le fait que l'Ukraine, dans le même temps, a écrit au secrétariat général de l'ONU pour demander l'éviction de l'ONU des Nations Unies, son retrait du Conseil de sécurité en tant que membre permanent avec un droit de veto. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais on voit bien que là, dans les deux parties, c'est inconciliable. Donc, aucune des deux parties ne peut accepter les préalables fixés pour arriver à une table de négociation. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que aussi, c'est maintenant que ces deux pays-là décident d'envoyer un signal en faveur de la paix, même si on sait que dans les conditions actuelles, il y a très très peu de chances que cela puisse aboutir. Alors, pour les Russes, il faut savoir que la Russie, d'abord que l'on pensait totalement isolée, et que les Occidentaux continuent à dire qu'elle est isolée, ce n'est absolument pas le cas. La dernière fois, c'est vrai que Vladimir Poutine s'est rendu en territoire conquis, on peut dire entre guillemets, en Biélorussie, chez son homologue Loukachenko. Et là-bas, évidemment, c'est des deux pays qui sont très proches,
puisque la Russie, Vladimir Poutine a déjà sauvé la mise au président Loukachenko lors des dernières élections qui avaient eu lieu là-bas en 2018. Mais à côté de la Russie, il y a l'Iran, il y a, même si la Chine qui joue sur tous les tableaux, qui négocie avec l'Occident, mais qui a des intérêts avec la Russie. Et depuis le 24 février, si tu veux, les investissements chinois en Russie, notamment sur le plan énergétique, se sont accrus. Ils ont considérablement remplacé les investissements occidentaux qui ont quitté le pays. Et il y a aussi d'autres pays comme l'Inde, comme des pays d'Amérique latine, d'Afrique, qui eux continuent d'avoir des relations politiques, diplomatiques, économiques avec la Russie. Donc la Russie n'est pas aussi isolée que ça. Et même l'ensemble des batteries de sanctions qui ont toujours été adoptées jusqu'à aujourd'hui ont certes eu un impact sur l'économie russe, il ne faut pas se mentir. La Russie a connu une récession cette année, mais cette récession n'a pas été au point où cela aurait entraîné l'effondrement de l'économie russe que les Occidentaux attendaient. Non, au contraire, elle a su très bien véritablement faire preuve de résilience en mettant en place des contre-sanctions qui ont très bien fonctionné, puisque l'économie russe tient bien le coup. La monnaie russe a même retrouvé sa valeur d'avant le 24 février. Donc, ce qui veut dire que véritablement, même sur ce plan-là, Vladimir Poutine n'est pas totalement mal en point, et son pays non plus. Et puis, il y a sur le plan militaire, bien sûr, la Russie a connu un certain nombre de revers, dû d'abord au fait que les Ukrainiens ont obtenu notamment de leurs alliés américains des armes de très grande qualité, qui ont eu une capacité de nuisance réelle sur le terrain et qui ont su parfois dans certains endroits redéfinir la donne militaire. Et donc, ce qui fait que le plan de la Russie qui était au départ, après le 24 février, de conquérir l'ensemble du territoire ukrainien, ils ont dû revoir en quelque sorte leur stratégie et se limiter aux régions situées au sud et à l'est du pays, donc les régions du Donbass. Et donc ça, évidemment, ce sont des éléments dont ils tiennent compte. Ils ont connu aussi, comme je l'ai dit, certains revers, des revers qui les ont incités notamment à abandonner la ville de Kherson, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Ce repli stratégique-là a galvanisé en quelque sorte les Ukrainiens, même si aujourd'hui on semble assister à une espèce de fixation des deux camps tout au long tout au long du fleuve Dniepr. Et donc ce qui fait que avec le début de l'hiver, il va être extrêmement difficile de voir un véritable changement de position, même si actuellement le front sur lequel se concentrent la plupart des combats actuellement, c'est la ville de Bakhmout. Mais cette ville de Bakhmout, elle est stratégique parce qu'elle est un carrefour entre la ville de Liman, un peu plus au nord, et puis les villes un peu plus au sud, qui sont notamment des villes qui sont russophones et qui sont sous contrôle russe. Donc, il y a ce point de convergence-là qui fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des combats se concentre sur le sol, se concentre dans la ville de Bakhmout, même si Kiev et certaines autres grandes villes continuent d'être bombardées par l'artillerie russe et voient leur infrastructure, notamment énergétique, faire les frais de ces bombardements-là. Alors, donc pour les Russes, il n'y a absolument pas de raison de changer de stratégie, puisque eux, ils savent que, évidemment, ils veulent tuer, si tu veux, le mental de l'opinion publique ukrainienne, et ils veulent tuer aussi, si tu veux, le mental des opinions publiques occidentales qui soutiennent ces opinions soutiennent les gouvernements, qui soutiennent en revanche militairement, financièrement, matériellement l'armée ukrainienne. Donc, il faut, avec le temps, il faut que cette guerre dure, qu'elle devienne une espèce de guerre d'usure. Et cette guerre d'usure-là, dont les impacts sur le plan économique, financier, social se font sentir sur le terrain, afflux de réfugiés dans les pays occidentaux, le fait qu'à l'issue de cette guerre, il y a une véritable inflation, notamment sur le prix de l'énergie, avec son impact sur le prix de l'électricité et son impact social dans les familles et sur les entreprises. Donc, les effets, le revers justement de cette guerre-là sur les économies occidentales, la Russie espère que sur le moyen ou le long terme, ça finira par lasser les opinions publiques et on voit monter comme ça, petit à petit, une espèce d'opposition dans les opinions publiques. Bref, ça c'est la stratégie de la Russie. Maintenant pour l'Ukraine, il s'agit, on l'a vu lors du dernier déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington, il s'agit
déjà de rassurer les Occidentaux sur le fait que l'Ukraine est disposée à faire la guerre, mais pas faire la guerre indéfiniment. Il faut aussi qu'elle donne l'impression qu'elle a quand même une volonté d'aller négocier la paix. Mais il faut aussi comprendre que Volodymyr Zelensky, tant qu'il présente une posture de chef de guerre, eh ben, ça lui donne auprès des opinions publiques européennes la stature d'un héros, et donc en général on soutient les héros. Or, s'il commence à céder et à dire qu'il va négocier avec les Russes, ça pourrait donner le sentiment qu'en fait, il commence à faiblir, et donc ça pourrait porter atteinte à son image, et donc le revers, c'est que les opinions ne le suivent plus, et donc les gouvernements alliés occidentaux ne le suivent plus. Donc, il est obligé à la fois de rester dans cette posture de chef de guerre qui lui donne une stature de héros, et aussi de l'autre côté, il faut bien qu'il comprenne que le soutien militaire ne sera pas ad vitam aeternam, et donc de ce point de vue-là, il sait qu'il n'a pas le temps de son côté, d'autant plus que par exemple, le 3 janvier prochain, au niveau du Congrès, la Chambre des représentants, il y aura les républicains qui seront majoritaires, et donc ils ne sont pas exactement dans les mêmes dispositions que les démocrates jusqu'à présent. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont donc fait cette proposition de paix, tout en sachant que les Russes ne vont jamais l'accepter. Et donc, pour le moment, on voit que c'est une espèce de jeu de poker menteur, aussi bien de la part des Russes que des Ukrainiens, c'est-à-dire de faire croire à la communauté internationale qu'ils ont l'intention quand même de négocier la paix, même s'ils ont pu négocier en juillet dernier l'accord sur les céréales, même si depuis juillet dernier, il y a eu 2 échanges de prisonniers entre les Russes et les Ukrainiens, mais depuis là, plus rien. Et donc, les choses ne vont pas changer maintenant. Il faudrait peut-être attendre après l'hiver, donc au début mars-avril prochain, à partir du printemps, pour voir dans quel état seront les 2 armées, ukrainiennes et russes, l'état mental des soldats sur le terrain, l'état des équipements sur le terrain, les différentes positions que les 2 troupes occuperont sur le terrain, et donc quel sera le nouveau rapport de force sur le terrain. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait éventuellement voir se redessiner les conditions qui pourraient amener ces 2 pays à aller à s'asseoir sur une table de négociation. Mais en l'occurrence, rien ne semble indiquer, pour des raisons aussi bien militaires que politiques, que Vladimir Poutine ou Volodymyr Zelensky ait une véritable envie de se retrouver sur une même table de négociation et de discuter de la paix en Ukraine. Merci Jean-Paul qui revient avec l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.